Je vous remercie. Merci. Madame Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, chers collègues, comme vous le savez, et c'est indiqué d'ailleurs sur le tableau, la Commission des affaires sociales a adopté une motion tendant à opposer la question préalable. J'en parlerai donc et je préciserai cette motion dans le détail tout à l'heure. Il s'agit d'abord de prendre en compte le fait que malgré d'incontestables améliorations, Madame la Ministre, comme vous l'avez dit, par rapport au PLAX 2022, les obligations organiques ne sont pas encore suffisamment respectées. Je veux parler en la matière de la fiabilité des comptes, de l'évaluation des niches ou d'actualisation des indicateurs. La motion se justifie également par le fait que la Commission a souhaité exprimer son désaccord avec la politique de finances sociales du précédent gouvernement. Il faut en particulier souligner que si le déficit est passé en chiffres arrondis de 20 milliards d'euros à 10 milliards d'euros en 2023, c'est essentiellement parce que les dépenses liées à la crise sanitaire, soit 10 milliards d'euros, ont quasiment disparu en 2023 et non en raison, c'est ce qu'on déplore, de mesures correctrices prises par le précédent gouvernement. Toutefois, si le législateur organique a instauré les PLAX, c'était avant tout pour instaurer un rendez-vous annuel à la fin du printemps ou au début de l'été, lors duquel il serait possible de s'intéresser à l'efficacité et à l'efficience. Vous avez parlé d'évaluation, Madame la Ministre, c'est tout à fait ça, des politiques de sécurité sociale, afin notamment d'instaurer un chaînage vertueux, appelé de ses voeux par mon prédécesseur Jean-Marie Vanlerenberghe, avec donc la discussion du PLFSS à l'automne. C'est pour cette raison que la loi organique prévoit que le rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, jusqu'alors publié à l'automne, doit l'être lors du dépôt du PLAX. Alors, le calendrier de cette année, j'entendais un de mes collègues parler de baroque. Oui, c'est ça. Le calendrier a été bouleversé par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça ne facilite donc pas l'exercice, puisqu'il faut effectivement revenir en arrière. Et en fait, on se retrouve comme avant, finalement, dans le PLFSS, qui tenait lieu, évidemment, dans sa première partie de PLAX. Mes collègues rapporteurs de branche ont toutefois lancé plusieurs mois avant la dissolution des travaux destinés à alimenter nos réflexions sur certains dispositifs. Comme je suis formellement l'unique rapporteur du texte, il me semble important, plutôt que de rapporter des chiffres que tout le monde connaît sur l'exécution 2023, de me faire le porte-parole de mes collègues rapporteurs de branche qui pourront, le cas échéant, préciser mes propos. N'oublions pas que l'esprit du législateur organique était d'avoir ce genre de débat. Et c'est vrai que vous l'avez aussi estompé, Madame la Ministre. C'est ce qui a instauré l'esprit des PLAX. Dans le cas de la branche vieillesse, c'est notre collègue Pascale Gruny qui s'est penché sur le non-recours au minimum vieillesse. D'après une estimation datant de 2016, ce non-recours serait d'environ 50%. Le taux de non-recours est particulièrement élevé chez les personnes bénéficiant d'un patrimoine, comme les non-salariés agricoles, et c'est le cas aussi dans les DOM-TOM où il y a aussi cette réflexion, qui semble expliquée au moins en partie par la crainte d'un recouvrement sur succession. La Commission a donc fait 3 préconisations. Tout d'abord, il n'est pas possible de mener une politique efficace de lutte contre le non-recours sur la base d'une estimation qui date de 2016. Il faut actualiser régulièrement cette estimation. Ensuite, le plafond de recouvrement sur succession vient juste d'être relevé en 2023. Il convient donc de voir comment les comportements évoluent afin de déterminer s'il faut ou non mener d'autres actions pour réduire la crainte d'un recouvrement sur succession. C'est le cas, souvent j'en parle avec mes collègues qui viennent d'outre-mer. Enfin, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de mai 2024 sur la sécurité sociale, il faut poursuivre, mais aussi mieux évaluer les efforts d'information et d'accompagnement des caisses. Dans le cas maintenant de la santé,
c'est ma collègue Corinne Imbert qui s'est intéressée à 3 sujets. Le premier, celui des rendez-vous de la prévention, créés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et dont les pouvoirs publics font la promotion de manière relativement, on pourrait qualifier de timide, sous l'appellation de Mon Bilan Santé. Vous avez parlé de prévention, Madame la Ministre. Il s'agit de permettre aux patients d'avoir un entretien avec un professionnel de santé volontaire. La mise en œuvre a été tardive et le législateur ne dispose d'aucun recul sur cette mesure, près de 2 ans après sa création. Il n'est en particulier pas évident que ces rendez-vous permettent de cibler les usagers les plus éloignés du soin ou soient correctement articulés avec un parcours de soins structuré en aval. Moi, je regrette que le terme prévention ait disparu de l'appellation du ministère, je le dis en passant. Le deuxième sujet auquel notre collègue s'est intéressée est la 4e année de médecine générale, instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Cette 4e année doit servir à réaliser un stage en priorité dans les zones sous-dotées. La Commission s'inquiète des conditions de mise en œuvre de cette réforme qu'elle a soutenue. Elle souligne le très haut niveau d'incertitude dans lequel les étudiants sont contraints de réaliser des choix d'orientation, les engageant pour le reste de leur carrière. Elle regrette les multiples retards dans la parution des textes attendus et appelle à engager au plus vite les dernières concertations nécessaires à leur finalisation. Enfin, notre collègue s'est intéressée à la sécurisation des ressources des établissements de santé. La LFSS pour 2023 a mis fin à la garantie de financement des établissements de santé qui avait été initiée, je vous le rappelle, en 2020 au cours de la crise sanitaire, et elle a été remplacée par un nouveau mécanisme de sécurisation modulé à l'activité. Toutefois, malgré ce mécanisme, le déficit des établissements publics pourrait atteindre 2 milliards d'euros en 2023. Dans le cadre de la branche famille, c'est notre collègue Olivier Henno qui s'est intéressé à la réforme des congés de paternité de 2021. La LFSS pour 2021 a allongé la durée du congé de paternité de 11 à 25 jours, je vous le rappelle. Après 2 années pleines de mise en œuvre, le principal effet de la réforme consiste en l'allongement de la durée moyenne du congé de paternité qui est ainsi passé de 11 jours en 2020 à 23 jours en 2023. Donc on pourrait se dire que c'est un progrès. Toutefois, l'allongement du congé de paternité en 2021 n'a pas conduit les pères qui ne recouraient pas au congé de paternité à y recourir davantage. C'est là le problème. La Commission préconise de stabiliser le dispositif afin de mieux l'évaluer et ensuite de relancer la communication sur le dispositif afin d'augmenter le taux de recours et d'inscrire le congé de paternité dans une réflexion plus large sur les congés parentaux. Notre collègue Chantal Deseyne s'est intéressée aux relations financières entre la CNSA et les départements. Une réforme est manifestement nécessaire. Cette réforme a fait l'objet de travaux entre l'État et les départements qui n'ont pas encore abouti. 2 grands scénarios ont notamment été proposés dans le cadre d'un comité des financeurs, tous 2 reposant sur une fusion des principaux concours. Pour la Commission, il est urgent de faire aboutir cette réforme avec pour objectif la simplification de l'architecture des concours, l'amélioration de leur lisibilité et de leur cohérence et la réponse aux besoins territoriaux. Enfin, notre collègue Marie-Pierre Richer s'est intéressée à l'indemnisation des travailleurs exposés à l'amiante. La politique d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ou FIVA, est plus protectrice que celle de la branche AT-MP. De plus, la rapidité de traitement des dossiers aussi bien que l'accompagnement proposé recueille les louanges des associations de victimes. La FIVA doit tout de même répondre au défi du non-recours qui concerne 35 à 40% des demandeurs potentiels. Le sujet est pris à bras-le-corps par le fonds qui doit cependant attendre pour cela la publication des textes d'application de la LFSS pour 2024. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire sur ce Placss. Nous en faisons un acte politique consistant à approuver ou à rejeter une politique de finances sociales. C'est bien entendu légitime, mais ce n'est pas ce pourquoi les Placss étaient prévus au départ. Dans l'esprit du législateur organique, l'examen du Placss devait avant tout permettre d'avoir un débat sur les politiques menées. J'espère que cela sera pleinement le cas à partir du prochain Placss. Dans l'immédiat, il me semblerait utile, Madame la Ministre, que vous puissiez apporter quelques éléments de réponse sur les points que je viens d'évoquer. Je vous remercie.